Hello, everyone. For anybody who does not speak Spanish, as most of the panel will be in Spanish, there is interpretation headphones right across. Hola. Ah, ya. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je répète que si vous ne comprenez pas l'espagnol, vous avez des écouteurs pour l'interprétation simultanée au fond de la salle. Bon, merci à toutes et à tous de nous accompagner pour cette session plénière. Je m'appelle Laura Ospina, je suis responsable senior de programme de Pathfinders for Peaceful, Just and Equal Societies de l'Université de New York. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à vous et aux intervenantes. Avant tout, j'aimerais remercier notamment Pinot Reform International, Terre des Hommes, de nous avoir convoqués aujourd'hui, d'avoir organisé cet important espace où nous sommes invités à réfléchir et à construire ensemble. Aujourd'hui, nous avons un objectif principal, le lancement, la présentation officielle d'un rapport du réseau ibéro-américain qui parle de la justice centrée sur les enfants en Amérique ibérique. Quelle est la raison d'être de ce rapport? Eh bien, la raison en est que les enfants sont systématiquement exclus de la justice. Malgré l'existence de lois, l'accès à la justice pour les enfants est encore une aspiration plus qu'une réalité. Malheureusement, les systèmes judiciaires ont été conçus sans tenir compte des enfants. Les services sont fragmentés, les réponses arrivent tard et les opérateurs sont peu compétents. Il y a une faible participation des enfants dans la prise de décision qui les concerne. Face à cette réalité, le réseau ibéro-américain a voulu contribuer à une transformation profonde et urgente. Sa conviction est de protéger les droits humains et savoir que c'est une obligation éthique, mais aussi elle est fondamentale pour la réalisation de l'état de droit. C'est un engagement stratégique qui offre non seulement un diagnostic de la réalité de l'accès à la justice pour les enfants dans la région, mais cela propose également un modèle centré sur les personnes pour un agenda concret afin de combler les lacunes associées à la justice avec les enfants. C'est également un instrument d'articulation pour les gouvernements, les juges, les défenseurs, la société civile, les universités, les institutions internationales, mais ce qui est plus important encore pour les voix des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, nous avons la participation de quatre
de 4 intervenantes. Maria Rodriguez, directrice de l'Alliance, Senior Fellow du Centre de coopération de NYU et vice-ministre de Justice de l'Argentine. Patricia Bermejo, présidente de l'Institut de procédure l'Institut ibéro-américain de droit procédural, et Maria Fernanda da Silva Rodriguez Fernandez, coordinatrice de l'Association interaméricaine des politiques publiques, des défenseurs publics. Et nous avons également un représentant du Brésil. Nous avon Jordi Llopart du PNUD, du bureau exécutif du PNUD, et nous avons également une invitée très spéciale, la professeure et chercheuse Esther Valenzuela de l'Université Diego Portales du Chili, qui nous apportera une perspective clé sur la représentation juridique et les enfants dans le contexte chilien. Le rapport que j'ai mentionné est fruit du travail collectif des membres de l'Alliance en 2024 et 2025. Nous allons donc débattre aujourd'hui des principaux résultats de ce travail. Nous allons parler des avancées et des défis. Nous allons également échanger sur des expériences porteuses d'espoir dans la région. Nous allons vous inclure, le public, pour pouvoir penser au renforcement des alliances et la mise en œuvre des agendas. Merci pour votre engagement et votre participation. Nous espérons que nous nous verrons renforcés dans notre coopération pour que la justice soit une réalité dans la région ibéro-américaine. J'aimerais pour terminer mentionner Nicolas Espejo Yassic pour son audit de son rapport et Jennifer Jennison de l'université pour tout son soutien. Maria Fernanda va poser le contexte de l'Alliance et va nous présenter les résultats principaux du rapport. Bonjour, merci à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi ces intervenantes si prestigieuses pour ce débat. Alors, les premières 15 minutes, durant les 5 premières minutes de mon exposé de 15 minutes, je vais vous parler de Pathfinders et de l'Alliance pour que vous compreniez quel est notre point de départ et quel est notre travail. Pathfinders est un groupe de 45 pays, d'organisations internationales, sociétés civiles, acteurs engagés envers la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 16. C'est un objectif qui a 3 dimensions: des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Ce parcours a débuté il y a déjà presque 10 ans grâce à l'adoption du programme à l'horizon 2030. Alors, des engagements ont été pris parce que l'ODD 16 est très précieux. Voilà pourquoi c'est le dernier, presque. Et il y a eu des défis. Et au fil du temps, des voix, des recherches se sont ajoutées aux efforts. Nous avons réalisé des réunions et tout ceci constitue un mouvement qui continue à s'accroître depuis l'adoption du programme à l'horizon 2030. Donc c'est un mouvement mondial pour la justice qui place en son centre les personnes et ses expériences. Voilà l'idée. Bien sûr, ce chemin n'a pas été facile à parcourir. Il y a des instruments pour accomplir l'ODD 16, mais il y a la violence institutionnelle et l'exclusion de millions de personnes de la justice. Et c'est ainsi que nous avons abouti à la feuille de route. La feuille de route qui reprend tous les buts de l'ODD 16. Et cela démontre d'une certaine façon qu'il n'est pas possible de rendre ce programme concret sans s'attaquer à ce concept de la gouvernabilité.
Et donc, pour avancer, il est nécessaire de rendre visible le défi. En 2019, nous avons constitué le groupe de travail sur la justice qui a été coprésidé par l'Argentine, la Sierra Leone, les Pays-Bas et une organisation issue de la société civile fondée par Mandela qui s'appelle The Elders. Nous avons présenté un rapport, La justice pour tous. C'est intitulé donne beaucoup d'espoir, mais les chiffres sont désespérants. Plus de 5 milliards de personnes étaient exclues des bénéfices qu'offre la loi. C'est ce que nous avons constaté. Alors que la population mondiale est de 7 milliards et quelques d'êtres humains. Donc les chiffres sont affreux. Donc, révéler ces injustices entraîne une grande responsabilité. Donc, comme un sortilège, le fait de donner ces chiffres nous a obligés à agir pour transformer cette situation, pour la changer, non pas seulement pour faire un diagnostic. Les défis parfois s'accroissent et bien sûr, c'est en 2020, c'est une pandémie qui s'est ajoutée à ces problèmes. Il fallait donc agir urgemment. Nous avons publié des rapports sur les actions à prendre et donc nous avons établi 3 grandes lignes d'action dans notre stratégie. Premièrement, accélérer l'action au niveau national. Deuxièmement, construire une alliance mondiale régionale pour soutenir les actions nationales. Et troisièmement, se mobiliser pour la justice pour tous. Les voix, les politiques doivent s'unir pour que ceci devienne une réalité dans la vie des personnes. C'est ainsi qu'est née la Coalition mondiale d'action pour la justice. Elle s'inscrit dans le sillage du groupe de travail, du travail de ce groupe spécial sur la justice et qui visait à renforcer le soutien politique et financier pour opérer le changement. La coalition est bien vivante et dispose désormais de l'accompagnement d'un secrétariat technique composé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, représenté par Jordi, ce sont des partenaires d'exception, et Pathfinders. Dans ce contexte, l'Alliance ibéro-américaine est née comme la première expression régionale de ce mouvement mondial. C'est un réseau de réseaux qui, depuis l'Amérique ibérique, propose de promouvoir des modèles de justice centrés sur les personnes, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, dialoguer avec la coalition mondiale et mettre l'accent sur les priorités internationales et donner de la visibilité aux défis et aux bonnes pratiques et mobiliser le soutien politique et financier dans la région. C'est essentiel. Cette région a une situation assez floue quant à ces questions. Les pays échangent entre eux, mais en tant que région, nous pesons peu sur le plan international. Donc, la région doit adopter une posture ferme dans le contexte de cette alliance ibéro-américaine pour la justice. D'autre part, j'aimerais vous apporter une nouvelle. L'année passée est née la deuxième expression régionale de cette coalition, et c'est l'Alliance africaine. Et nous espérons que l'Alliance asiatique suivra. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le contexte de ces dialogues internationaux, les voix des territoires qui ont leurs propres caractéristiques doivent être entendues dans le système onusien lorsqu'il s'agit de prendre des actions. Donc, les acteurs qui composent l'Alliance ibéro-américaine, je l'ai dit, c'est un réseau de réseaux. C'est un espace donc ibéro-américain qui reprend les trajectoires communes, l'histoire commune des différents pays de la région.
Et nous avons la conférence de ministres ibéro-américains qui œuvre à un projet de grande ampleur sur l'accès à la justice. Nous avons la Convention sur l'accès à la justice, donc nous avons plusieurs instruments. Nous avons les défenseurs, l'action de défense en faveur de l'accès à la justice institutionnalisée dans notre territoire, l'Association américaine des procureurs, le PNUD, bon, je ne vais pas, la FIAP, je ne vais pas les nommer tous ces partenaires qui nous accompagnent, vous les voyez à l'écran, et je pense que cela suffit pour vous donner une idée. Comment sommes-nous arrivés à ce rapport? Eh bien, je l'ai indiqué, nous sommes un réseau de réseaux, mais nous sommes spécialisés sur un sujet principal, l'accès à la justice. Cette année, le comité a travaillé sur l'observation numéro 27 pour le droit des enfants et des adolescents d'accès à la justice et à une réparation. Nous avons donc pris la mesure de la dimension de la justice dans la vie des personnes. On dirait que c'est un sujet léger, mais non, l'accès à la justice, en fait, est un sujet qui, lorsqu'il est conceptualisé, on a tendance à croire, tout le monde a tendance à croire qu'il comprend ce qu'est l'accès à la justice, mais en fait, c'est un sujet tellement transversal que on peut poser la question à n'importe qui dans le monde de la justice. On peut leur dire, vous pouvez venir participer comme intervenant dans un séminaire sur l'accès à la justice, et cette personne va croire qu'elle est compétente pour le faire. On a tendance à croire que c'est l'accès aux tribunaux et à savoir ce qui se déroule lors d'une procédure juridique. Bon, donc nous sommes associés pour la mise en œuvre de l'ODD 16 avec Jennifer Davison. Bon, nous avons nommé le consulteur spécial aussi, Nicolas Espejo, Yassik. Nous sommes tous ici présents parce que nous collaborons. Qu'est-ce que cherche à faire le rapport? Recueillir les priorités, les expériences de l'Amérique latine, de l'Espagne, du Portugal et d'Andorre, mettre en évidence les lacunes historiques dans l'accès à la justice des enfants, proposer un nouveau paradigme, la justice avec, pour et par les enfants, appeler à repenser les systèmes de justice. Nous n'allons pas parler aujourd'hui d'adaptation. Non, la justice pour les enfants ne doit pas adapter un modèle centré sur les adultes pour les enfants. Non, il faut concevoir un système spécial pour les enfants et s'engager en faveur d'une transformation structurelle, participative et inclusive. Pour ce faire, nous avons mené à bien plus de 26 entretiens dans 15 pays, des entretiens de plus de 2 heures, où on a participé avec beaucoup de passion et d'engagement. Nous avons recueilli beaucoup de bonnes pratiques fondées sur des données probantes, et tout cela en nous appuyant sur des propositions déjà établies dans un policy brief établi par ce groupe de travail, le policy brief 3 sur les données probantes et les données. Nous avons établi 7 catégories d'actions politiques pour parvenir à la justice pour les enfants. Le rapport est structuré en 4 sections. Nous allons les voir en détail. La première présente le contexte régional et c'est ici que nous avons séparé les données de la région des données d'Amérique latine, donc de la péninsule du continent ibéro-américain et de l'Amérique latine. Nous avons ici donc le diagnostic régional, la violence structurelle et le manque de protection efficace, les obstacles structurels judiciaires et procéduraux, entre autres. Donc, les dimensions sont ici reprises en détail. Bon, il y a beaucoup à lire, mais les régions, donc, je disais, ont des identités internes différentes.
Mais il y a beaucoup de points de convergence. Il y a plus de violence sur le continent d'Amérique latine, mais il y a la pauvreté, la violence dans les deux régions. Cela a des conséquences différentes sur la dignité et apporte des réponses différentes pour l'accès à la justice. Les systèmes finissent par être adéquats et fournir une réponse. En tout cas, les défis sont énormes. Nous avons énormément d'impact de ces flux migratoires vénézuéliens dans la région, par exemple, et surtout en matière d'assistance envers les enfants et comment ceux-ci ont eu un problème. Donc, droit d'assister, de partager les tâches, pardon. Oh, je n'ai plus que 3 minutes, dit madame. L'accès à la justice est donc un droit humain autonome. Et maintenant, ici, qu'est-ce qui est important? C'est la définition de l'accès à la justice. On parle de la capacité réelle de rendre effectif un droit et d'obtenir une solution juste aux problèmes qui sont traduits en justice conformément aux normes de droits humains. Et je crois que ceci est essentiel parce que nous avons conceptualisé cet accès suivant ce qui a été défini par le groupe de Praia sur la gouvernance mondiale et nous l'avons adapté spécifiquement à ce sujet des enfants. Et je crois que ceci est très important, je le redis aux amis de la CORIP, parce que ceci a également à voir à l'accès à un résultat juste. Lorsque l'on cherche un accès à la justice, nous cherchons un résultat juste. Peut-être pas celui qui nous convient, mais en tout cas d'être traité de façon juste et d'avoir des conditions justes, procédurales justes. L'approche intersectionnelle également est importante et je vais aller rapidement car j'ai peu de temps. Je vais donc passer ici aux lignes d'action politique qui doit être travaillées, c'est-à-dire transformation structurelle du système, c'est-à-dire revoir les lois, les cultures institutionnelles conformément aux lois, donner la priorité aux à leurs droits dans toutes les décisions, dans toutes les procédures pénales administratives, résolution de conflits. Je crois que ceci est la réponse la plus écosystémique. Les systèmes de justice pour les enfants et adultes ne commencent pas au niveau du jugement et terminent à la sentence. Nous avons besoin de mécanismes alternatifs, d'un début précoce à tout cela, puis offrir des solutions adéquates, puis l'autonomisation, c'est-à-dire avec une participation significative adaptée à leur âge, leur développement, des garanties procédurales, c'est-à-dire également impliquant le respect des garanties spécifiques pour les enfants qui protègent leur intégrité, puis interconnexion avec d'autres systèmes, c'est-à-dire toute la partie d'interaction. On ne peut pas protéger l'intégrité des enfants si on ne le fait pas avec le système de santé, d'éducation, avec la protection sociale, etc., pour fournir des réponses globales et collectives. Puis preuve, suivi et évaluation. Il s'agit de réaliser un changement technique et de paradigme pour passer d'un système qui rend souvent les enfants invisibles et pour promouvoir leur dignité et leur action et garantir ainsi que la justice soit rendue de façon juste et efficace. Je vais donc m'arrêter ici, car je vais respecter le temps qui m'a été imparti. Pour ceux qui nous écoutent, merci de votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, nous cédons la parole à Patricia.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est pour moi un véritable honneur d'être invité à ce panel au cours du 5e Congrès mondial sur la justice avec les enfants. Et je crois que cette session avec les collègues est une session fort pertinente. Nous savons que nous vivons dans un moment difficile et qui exige de nous de nouvelles réponses. Qu'il faut penser à une cohabitation plus juste, plus démocratique et équitable. Et donc, de ce point de vue, l'accès à la justice pour les enfants et adolescents dans la zone ibéro-américaine doit être équitable et juste. Et nous savons tous quelle est la réponse que nous voulons apporter. L'Alliance ibéro-américaine pour l'accès à la justice a élaboré un rapport qui révèle ces défis et qui révèle les perspectives ibéro-américaines en matière de justice, avec les obstacles et les aspects sur lesquels on doit faire des efforts. Nous avons travaillé de concert avec l'Institut ibéro-américain de droit procédural. Et c'est pourquoi je représente cet institut ici. Celui-ci a été créé il y a près de 70 ans et travaille avec plusieurs professeurs, personnel du monde académique, juges, et l'idée de promouvoir un développement harmonieux du droit procédural. Il s'agit d'une communauté de juristes qui cherche à fournir une réponse à des réalités sociales pour la région. Depuis 1988, nous avons élaboré une série de projets comme ce code procédural, modèle ibéro-américain, et pour des procédures collectives, entre autres, puis le code modèle pour les procédures pénales. Au cours de l'Assemblée cette année, nous avons adopté un code modèle pour les procédures familiales en adoptant une approche de genre et centrée sur l'enfant, en intégrant les nouvelles technologies. Nous allons travailler de concert avec différents juristes, compter sur leur expérience, sur différentes réalités également. Et nous allons réimaginer un système pour qu'il soit meilleur. Comme le disait Fernanda, vous savez que l'Université nationale de La Plata a réalisé une étude qui a démontré que l'origine des normes qui définissent les procédures présentent des caractéristiques spécifiques différentes de celles d'aujourd'hui, et donc même si ces normes découlent d'un passé lointain, elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Donc il faut repenser les choses, il faut chercher à voir quelles sont les réalités actuelles. Excusez-moi, je parle dans le micro maintenant. Donc il faut repenser tout ceci à la lumière des réalités actuelles. Nous devons revoir la justice et la centrer sur l'enfant en prenant en compte différents domaines, entre autres l'éducation. Et c'est pourquoi nous avons travaillé sur un modèle, un code modèle sur les procédures familiales pour la région ibéro-américaine. Et nous parlons d'accès à la justice et d'accès préventif à la justice. Et pour ce faire, nous travaillons en collaboration avec
toute la région. Nous devons aller au-delà des modèles pensés pour adultes et nous devons élaborer des procédures compréhensibles, flexibles et qui prennent en compte les voix des enfants. La tâche de l'Institut ibéro-américain de droit procédural ajoute ajoute de la valeur. Car lorsque les droits sont bafoués, l'accès à la justice est essentiel et les résultats doivent être la résolution de conflits, mais également des enfants qui aient été pris en compte, dont leur voix ait été écoutée. Et c'est pourquoi nous prenons ceci à cœur et nous cherchons à concevoir des procédures de famille plus respectueuses de l'autonomie progressive de l'enfant. Et nous voulons des standards, des normes communes pour écouter les enfants et adolescents lors d'audience. Nous voulons adapter toutes les institutions, par exemple les mesures préventives, les garanties, afin de fournir une réponse à des situations extrêmes comme dans les cas de violence. Nous voulons penser une structure juridictionnelle qui soit préparée pour garantir la protection des droits. Et ceux-ci ne peuvent être des efforts rhétoriques, ce doit être des réponses concrètes à des enjeux réels. Nous devons comprendre l'impact d'un traitement juste envers les enfants ou adolescents. Lorsqu'ils sont respectés, ils apprennent à respecter. Lorsqu'ils sont écoutés, ils apprennent à écouter. Je vous invite donc à continuer de travailler en commun, à compter sur nos voix communes, sur nos savoirs et connaissances pour ensemble construire un accès à la justice plus inclusif, efficace et digne pour tous les enfants. Je vous remercie. Merci Patricia. Merci Patricia. Maintenant, nous allons céder la parole à Fernanda, qui nous parlera des défenseurs publics en matière et leur vision en matière d'accès à la justice. Merci beaucoup. Bonjour à tous, notamment à tous mes collègues de la table, Maria Fernanda Rodriguez, une très grande alliée de notre région et des défenseurs publics. C'est un véritable honneur pour moi de parler au nom d'IDEF et AIDEP, des institutions engagées envers la justice qui soient adaptées aux enfants, qui prennent en compte les enfants. Et c'est pourquoi je voudrais débuter en parlant d'un cas qui a eu lieu à UNICEF à New York et de Mary-Ellen Wilson. Il s'agit d'un cas de torture par ses aidants à la fin du 19e siècle. Et c'est une assistante sociale qu'il a vue en tant qu'être humain, personne qui devait être protégée et qui l'a écoutée. À cette époque, il n'y avait pas de loi pour protéger les fillettes et garçons. Il s'agissait simplement d'objets de droit. Et dans ce cas concret, nous avons appel à des lois sur la maltraitance des animaux. Et le fait de l'écouter, de l'avoir, a changé les choses et a permis la création de tribunaux spécialisés pour les enfants et a permis de développer un mouvement international et de voir les enfants en tant que sujets de droit et non pas d'objets. 50 ans, près de 50 ans après, nous devons faire preuve d'innovation. Un rapport de l'UNICEF de 2024 a montré que près de 400 000 enfants sont victimes de violences intrafamiliales.
plus de 370 millions sont châtiés. Comment faire face à cela avec une justice qui se centre sur l'enfant? Comme l'a expliqué Maria Fernanda, la réponse n'est pas uniquement juridique, mais elle est également éthique et politique. Il faut garantir que la voix des enfants ait leur place au sein des systèmes de justice, avec un accès efficace à la justice, et qu'ils soient pris en compte comme de véritables sujets de droit. L'option juridique, éthique et politique adoptée par différents pays de notre région, afin qu'il y ait une justice centrée sur l'enfant, doit être reconnue et doit être répliquée au niveau mondial. Dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, les défenseurs, les procureurs publics sont là pour fournir une défense intégrale et gratuite au niveau judiciaire et extrajudiciaire, dans des cas individuels et collectifs, au niveau national et international, et cherchant également une orientation légale et une éducation en matière de droit. En matière d'enfance, au Brésil par exemple, le parquet doit agir dans tous les cas pour fournir une défense judiciaire pour tous les adolescents en conflit avec la loi et pour tous ceux qui n'aient pas les moyens de payer un avocat, mais cherche également à porter une solution aux problèmes structurels qui amènent à ce que les adolescents arrivent à cette situation. Par exemple, nous organisons des journées de formation dans les centres de détention pour assurer des conditions dignes, pour promouvoir les droits fondamentaux, etc. La législation reconnaît le parquet, les avocats commis d'office comme les protecteurs des droits des enfants. Au Brésil, nous prévoyons l'écoute attentive des enfants lorsqu'ils sont victimes ou témoins de violences. Et l'on fournit un avocat commis d'office de façon gratuite pour les aider, et non seulement pour protéger leurs droits matériels, mais également leur droit à une procédure efficace en évitant une victimisation secondaire institutionnelle. La réforme actuelle du Code civil renforce le droit des parents à garantir les droits prévus dans les lois spéciales de protection de l'enfant. Notre code civil de procédure civile prévoit également un avocat commis d'office qui doit agir en cas de conflit d'intérêts entre les enfants et leurs représentants légaux. En Argentine, par exemple, le nouveau code civil et commercial garantit de façon expresse le droit à une défense technique pour les enfants et adolescents, et établit qu'ils doivent être entendus dans toutes les procédures dans lesquelles ils sont impliqués et qu'ils aient une défense, notamment lorsqu'il y a un conflit d'intérêts avec leurs représentants légaux ou lorsque leur cas implique une maltraitance physique. Pour ce qui est de la protection juridique et l'autonomisation, ces points doivent être renforcés et développés. Les avocats commis d'office agissent à différents niveaux, collectifs et individuels, et exige la responsabilisation de l'État pour la violation de droits ou la mise en œuvre de politiques publiques. Dans mon dernier cas, je me rappelle que j'ai visité un centre d'accueil et là, un enfant m'a dit qu'il avait été victime de violences sexuelles de la part d'un professionnel de ce centre. Il savait que j'étais là pour protéger ses droits. Il savait que c'était de mon obligation en tant qu'avocat commis d'office d'agir pour que ces droits soient respectés. Cette année, la Commission sur les droits des enfants fêtera ses 36 ans et dans son article 12,
il est établi que les enfants doivent être écoutés dans toutes les procédures qui les concernent. Il s'agit de participer, de parler, d'être écouté, d'avoir des droits en tant que sujet de droit. Et que ceci est un droit efficace, droit autonome humain, comme l'a dit Maria Fernanda ou mes autres collègues. La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 1er, établit que tous les êtres humains naissent de façon libre, égaux, dignes et ont tous les mêmes droits. Ceci a été également le rêve de Martin Luther King dans son discours en 1963, lorsqu'il rêvait d'une société où tous soient égaux, où les enfants soient jugés non par la couleur de leur peau, mais pour les faits, leur caractère. Et disons, ce rêve d'égalité, de dignité et de droit, se trouvant dans la Déclaration universelle, est réaffirmé par Martin Luther King et par la Convention des droits des enfants, fait écho à la voix de Mary Ellen à New York et résonne dans tous les enfants aujourd'hui. Ce sont de véritables sujets de droit et ayant droit à avoir des droits. L'existence d'avocats commis d'office qui agissent de façon gratuite et spécialisée doivent garantir cette écoute, cette protection, cette présence. Ceci est essentiel pour que ce rêve permette une véritable justice et des droits véritables pour de vrais sujets de droit. Ça doit être une bonne pratique régionale qui doit être inclue sur le rapport concernant l'accès à la justice pour les enfants dans le monde. Ce sont des titulaires de droit. Ils doivent avoir le droit à l'assistance juridique gratuite qui est prévue pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ça ne doit pas être une exception, mais un droit garanti. Le droit à la réalisation de ces droits. Le droit à être titulaire de droit. Merci beaucoup. Muchas gracias, Fernanda. Jordi, te cedo la palabra para que nos hables desde la perspectiva. Merci. Maintenant, nous passons à la perspective du Pérou. Es la palabra y me pasas el micro. Muy bien. Bueno, primero de todo, buenas. Merci. Avant tout, bonjour. C'est un honneur pour moi de faire partie de ces intervenants si prestigieux. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose du point de vue technique, mais j'aimerais dire pourquoi le PNUD œuvre dans ce domaine. Merci beaucoup aux collègues de l'Alliance de nous avoir invités et je vais vous transmettre quelques idées fortes. Nous avons confondé l'Alliance ibéro-américaine sur l'accès à la justice, Pathfinders. Nous soutenons le secrétariat technique également de la Justice Action Coalition. Nous sommes reconnaissants à la conférence de ministres de justice des pays ibéro-américains et merci pour le travail concernant l'accès à la justice. Nous développons des savoirs, des pratiques et des innovations pour une justice centrée sur les personnes. Et voilà où je veux insister. Pourquoi est-ce que le PNUD est impliqué dans ce travail? Eh bien, parce que d'après nous, la justice n'est pas simplement une composante de l'état de droit, mais un pilier fondamental, indispensable de la démocratie et du développement durable. En Amérique latine et aux Caraïbes, nous sommes présents dans 22 pays pour accompagner les transformations des institutions, pour placer au centre les personnes et leurs besoins spécifiques. Nous mettons l'accent sur l'identification et le traitement des questions qui sont à l'origine des discriminations.
Nous essayons de réaliser donc la justice, de comprendre les besoins en matière de justice des personnes et promouvoir la participation et l'action humaine. Tout cela pour que personne ne soit laissé pour compte. Je vais vous donner quelques données quant à l'accès à la justice et le manque d'accès à celle-ci. En ce qui concerne les jeunes, 1450 millions de jeunes entre 18 et 29 ans du monde entier, dont 620 millions, donc presque 47%, vivent dans des contextes de violence extrême ou forte violence dans de nombreux pays fragiles ou concernés par des conflits. Ces jeunes représentent presque 60% de la population, ce qui démontre le poids démographique qu'ils représentent. Ils ont des besoins spécifiques, dont un besoin très important, l'accès à la justice. De plus, 75% des jeunes vivent dans des régions sous-développées et font face à des lacunes très importantes d'accès à la justice. Cela est repris par le rapport qui est présenté aujourd'hui. Pour détailler un peu ces écarts, ces lacunes, nous avons des inégalités et des situations d'exclusion. Les jeunes sont concernés de façon disproportionnée par l'insécurité, le manque d'accès à la justice, notamment dans des contextes fragiles et de conflits. Il y a aussi une sous-représentation institutionnelle. Uniquement 2,6% des parlementaires du monde a moins de 30 ans. Ce sont des données de 2021. Sa participation dans la gouvernance est très faible. Il y a aussi le stigma et la criminalisation des jeunes. Dans de nombreux contextes, les jeunes, notamment en situation de pauvreté ou de risque, font face à une criminalisation au lieu d'avoir leurs droits protégés comme des titulaires de droits qu'ils sont, comme le disait notre collègue. Il y a aussi un manque d'accès à la justice. Les avocats commis d'office sont intimidés, violentés, en dépit de vouloir promouvoir la paix et défendre les droits des enfants et des adolescents. Le PNUD, dans ce contexte, poursuit son travail pour changer ces dynamiques. Nous œuvrons à la mise en œuvre de différentes initiatives dans divers pays, la transformation numérique de la justice, qu'elle soit transparente, inclusive, avec les pouvoirs, avec les autorités en République dominicaine. Nous avons œuvré aussi avec le Brésil pour la justice 4.0. C'est le cas du Brésil. L'agence pour l'accès à l'environnement au Brésil, au Chili, en Argentine, pour que les communautés locales et les peuples autochtones voient leurs droits protégés. Il y a aussi donc les droits environnementaux, les mécanismes de justice et la perspective de genre, c'est également un point important. Nous œuvrons en Équateur et au Paraguay pour renforcer les institutions de justice et en République dominicaine. Nous avons le premier label d'or dans le domaine de la justice. Et pour revenir à la coalition, nous accompagnons cette initiative novatrice qu'est le développement d'indicateurs pour mesurer une justice de l'avenir. Nous mettons en œuvre des juridictions agraires en Colombie, par exemple. Tous ces efforts convergent sur un même principe et je vais m'arrêter là parce qu'il ne me reste que 3 minutes. C'est un élément qu'il faut mettre en exergue. La justice centrée sur les personnes est une justice qui renforce la cohésion sociale et prévient la violence structurelle. C'est ainsi que le PNUD en Amérique latine et aux Caraïbes fournit du soutien au pays pour consolider la relation entre la démocratie et le développement. L'accès à la justice est une fin en soi, mais est également une charnière indispensable entre la démocratie et le développement. C'est un pont qui est nécessaire aux deux. Une justice centrée sur les personnes est un canal supplémentaire de plus pour l'efficacité de l'élimination des inégalités et pour éviter et mettre fin aux souffrances.
Il faut reconstruire la confiance en nos institutions et avancer vers un développement humain durable grâce à cela. Merci. Muchas gracias, Jordi. Y bueno, pendientes del... Très bien. Il est vrai que le temps court. Nous allons bientôt terminer. Nous avons commencé en retard, donc nous allons empiéter un peu sur votre temps de pause, si vous le voulez bien. Alors, Estelle va nous parler de l'expérience de la représentation juridique spécialisée dans le domaine des enfants au Chili. Bonjour, je vais vous parler de l'expérience du Chili et comment on peut répliquer ce modèle du Chili, dans d'autres pays. Bon, je ne peux pas parler du projet Mon avocat et l'enfant se défend, sans parler de la dette historique en termes de justice et des enfants. Ça a été repris dans de nombreux rapports d'instances internationales et le pouvoir de la justice, du Congrès, etc., où il était révélé le degré de vulnérabilité subi par les enfants, avec le taux d'enfants qui avaient été séparés de leur famille et qui étaient sous tutelle de l'État. Ça a déclenché une crise énorme lorsqu'on a publié les données sur cette situation, et un groupe de députés a alors présenté ou déposé une plainte à l'encontre de l'État sur le protocole de communication des données ratifié par l'État et donc contraignant en 2015. Le comité sur le droit des enfants l'a saisi, a établi ce protocole et ensuite on a conclu que l'État du Chili bafouait systématiquement les droits des enfants et des adolescents qui étaient sous sa tutelle. À cet égard, et grâce à cela, nous avons créé un programme pilote entre 2017 et 2019, même si les conclusions sont de 2019, et celui-ci a été traduit, le gouvernement a été traduit en justice en 2016, et donc un programme Mon avocat a été créé, Mi Abogado, dont l'objectif principal était la représentation juridique des enfants et adolescents et sous tutelle de l'État. Et prenait en compte également d'autres cas spécifiques, des cas d'enfants suicides ou victimes de violences, des cas plus graves. Il est important de mettre en exergue le fait que ce projet pilote a eu lieu sur 4 régions entre 2016 et 2019 et a été élargi en 2020 à tout le pays et à toutes les régions donc du Chili. Et il est important de regarder qu'il y a eu un développement peu à peu de ce programme dans tout le pays. Un pays dans lequel finalement toute la partie budgétaire est un véritable problème. Et donc, il faut prendre en compte bien évidemment cet élément. C'est pourquoi nous avons décidé de développer peu à peu sur tout le territoire ce programme et que nous avons commencé par les cas les plus importants ou les plus graves. Et là, nous avons des points positifs et négatifs. Au niveau des points positifs, nous avons adopté une approche sur les droits et non pas à partir du besoin et pluridisciplinaire. Et nous avons un avocat, nous avons une assistante sociale et un psychologue, donc 3 personnes. Ceci est important parce qu'ils fonctionnent en tant qu'équipe de défense spécialisée. Et on ne parle pas d'équipes psychosociales qui font un diagnostic, qui aident ou qui suggèrent des mesures de protection comme dans d'autres pays. Ici, l'équipe psychosociale est une équipe dédiée pour la défense spécialisée de l'enfant
et qui travaillent de façon interdisciplinaire. Et autre point, il s'agit donc d'un programme universel, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire qui se concentre sur toutes les fillettes, garçons et adolescents, indépendamment de leur niveau social et économique. Et nous savons que ceux qui arrivent dans le système, en règle générale, sont des enfants d'un niveau socio-économique bas. Cela ne veut pas dire que cela n'ait pas lieu dans des niveaux plus élevés, socio-économiques plus élevés, mais peut-être qu'à ces niveaux, au fait, les choses sont plus cachées et donc ces cas ne sont pas judiciarisés. Et donc on a cherché à ce que la représentation juridique puisse être étendue non seulement aux enfants sous tutelle de l'État, mais également aux enfants et adolescents qui avaient été victimes de violences plus ou moins graves. Et ce programme est donc un programme complémentaire. Car, bien évidemment, si le rôle était donc d'aider les enfants sous tutelle de l'État, finalement, ce programme arrivait un peu tard. Et donc, la défense de l'enfant doit être réalisée en amont, parce que d'une certaine façon, il faut éviter que les mesures de séparation, ceci devrait être une mesure ultime comme le proposent la plupart des pays et les Nations Unies par exemple, soit donc prise en compte. Donc c'est un programme complémentaire en ce sens. Grâce au rapport du comité des enfants qui réalise des rapports de façon périodique, nous avons mis en œuvre les choses de façon immédiate. On a mal calculé le nombre de cas. On pensait qu'il y en avait 36 000 et il y en avait quasiment 100 000. Et donc, il est important de mettre en exergue ici ce rôle de prévention. Comme je le disais, il y a toujours des points positifs et points négatifs. Autre point positif, ce programme a été transformateur en matière de droits des enfants. On a misé sur l'interdisciplinarité et ceci est essentiel pour une approche intégrale. Car nous avons besoin d'une acceptation juridique, mais il faut également couvrir d'autres besoins pour les enfants et les adolescents, et ceci en prenant en compte leurs caractéristiques et leurs conditions spécifiques. Et là, permettez-moi de passer au point négatif. La surcharge de travail a été énorme. Pas tant au niveau du programme Mon Avocat, parce que des limites ont été définies, mais dans l'autre programme, L'Enfant se défend, nous avons pas de psychologue. Chaque assistante sociale travaille avec 4 avocats. Dans ce programme, on travaille sur la théorie du cas et fait appel au droit de la famille, à l'enfance, et il y a une stratégie psychosociale et juridique qui est mise en œuvre avec un psychologue, un avocat et une assistante sociale. Dans le cas du programme La fillette se défend, nous n'avons pas cette triade et par conséquent, on ne peut pas établir cette théorie avec ce plan d'action. Mais dans le fond, il y a une connexion entre différents secteurs. Les meilleures pratiques? Eh bien, nous avons des équipes professionnelles, interdisciplinaires, qui se fondent sur la stratégie psychosociale et juridique. On donne la priorité au traitement intégral. Et un conseil que je puis donner,
c'est que nous avons établi des alliances avec la société civile et des organisations internationales. Par exemple, l'UNICEF et l'université a développé des normes de représentation et du rôle de l'avocat. La présence territoriale également. Le fait d'être dans tout le pays est important. On parle d'universalité dans ce cas-là pour les enfants victimes et dont les droits ont été bafoués. Pour le renforcement de la participation efficace des enfants et adolescents, ceci a été positif. Les avocats ne vont pas à des audiences sans avoir écouté l'enfant au préalable. Et donc le rôle ici de l'avocat, celui qui défend l'intérêt manifeste, mais également l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour ce qui est de répliquer ce modèle, je pense que c'est une véritable opportunité. Nous avons un potentiel énorme. Et bien évidemment, en prenant compte des réalités, il faut établir un paradigme, il faut centrer la justice sur l'enfant, comme l'ont dit mes collègues, et changer le paradigme. Ce n'est pas une justice centrée sur la personne, mais sur l'enfant, et qui requiert de particularités spécifiques et déterminer donc l'intérêt supérieur de l'enfant, de prendre en compte l'autonomie progressive de l'enfant, le fait d'être écouté, etc. Et donc, je sais qu'il faut prendre en compte également toute la partie de financement et des formules permettraient de répliquer cela dans d'autres pays. En tout cas, ces deux programmes ont promu une justice centrée sur l'enfant et l'adolescent en adoptant une approche intégrale et de droits de l'enfant. Je vous remercie. Muchas gracias, Esther. Y para que sepan, este año... Merci. Cette année, avec Pathfinders, nous travaillons avec la professeure pour établir un rapport spécialisé qui mette l'accent sur cette approche au Chili, en incluant des bonnes pratiques dans la région. Donc, avec des spécialistes de la défense des enfants, nous allons les partager ces informations sur nos réseaux sociaux pour que vous connaissiez ces bonnes pratiques. Bon, on voulait laisser la place à des questions, mais malheureusement, nous devons évacuer la salle bientôt. Donc, vous avez ici des informations, des triptyques, vous avez des codes QR pour accéder aux coordonnées de l'Alliance. Vous avez également accès au premier rapport de 2023, le rapport le plus récent en 2025. Vous avez deux résumés exécutifs en anglais et en espagnol du rapport le plus récent, mais à 14 heures, vous aurez le rapport en espagnol qui sera disponible également en anglais la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Si vous avez une quelconque question, vous pouvez nous les poser pendant la pause. Merci beaucoup.